Si on se retrouve ici en plein mois d'avril, c'est grâce à Biolite. Biolite, c'est un programme national de sciences participatives sur la biodiversité du littoral. Il est porté par l'association Planète Mer avec le soutien d'un conseil scientifique. Changement climatique, pollution, artificialisation des côtes sont autant de facteurs de modification de la vie du littoral qui impliquent un suivi de son évolution. Avec Biolite, chaque citoyen est mis à contribution pour collecter des observations qui sont ensuite transmises aux scientifiques. Nos données permettront d'actualiser leurs connaissances ainsi que les indicateurs sur l'état de santé des littoraux. Ceci étant dit, nous commençons l'aventure dans une crique équipée de 4 GoPro. Après un premier repérage de la zone, voici nos découvertes. Nous tombons d'abord sur une ophioure noire, espèce qui apprécie les endroits rocheux et ce jusqu'à 250 mètres de profondeur. Il s'agit d'une espèce qui tolère bien les eaux polluées et leur densité peut être importante en zone portuaire et fréquemment associée à des peuplements d'oursins. Ici un goby que l'on trouve principalement sur les plages à marée et les herbiers marins. Il fait partie des plus petits vertébrés du monde. Juste à côté se trouve une crevette bouquet, espèce qui a été utilisée comme modèle animal pour l'étude des effets de produits toxiques sur la phototaxie. Un peu plus loin, nous trouvons 2 méduses largement présentes dans toutes les eaux chaudes et tempérées comme la mer Méditerranée. Il est possible que leur aire de répartition puisse se déplacer vers le nord avec le réchauffement climatique. On en retrouve parfois par centaines au large des côtes. Bien que parfois révélatrice d'une pollution croissante, la prolifération de ces méduses reste à l'heure actuelle essentiellement liée à une augmentation des températures et des périodes de sécheresse. Fondu dans la roche, ce crabe marbré est très bien accoutumé à l'air ambiant, mais est aussi le casse-croûte préféré des hérons. À la surface, cette tomate de mer se rétracte lorsqu'elle est à l'air libre, mais peut libérer ses tentacules la nuit pour se nourrir. Enfin, pour clôturer la matinée, nous observons un oursin violet, oursin très apprécié pour ses qualités gustatives, ce qui a contribué à réduire fortement sa population. En raison de la surpêche de cette espèce à certains endroits, l'oursin est amené à disparaître bien que la pêche soit de plus en plus régulée. Par ailleurs, cet oursin est capable d'accumuler certains polluants marins comme les métaux lourds. Après une petite pause repas, nous continuons nos recherches dans une zone plus profonde en espérant trouver de plus grosses espèces. Malgré une eau avoisinant les 10 degrés Celsius, nous étions plus que motivés pour obtenir des clichés précieux et utiles pour les chercheurs du projet Biolite. Peu de temps après notre mise à l'eau, nous tombons sur un petit banc de sard attiré par les courants marins des profondeurs. Nous avons ensuite eu la chance de rencontrer un séran écriture, espèce qui se rencontre à des profondeurs modérées, entre 0 et 30 mètres, principalement sur des fonds rocheux ou d'herbiers. Elle est solitaire, territoriale, mais aussi très curieuse de nous rencontrer à cette période de l'année. D'autres poissons sont également venus nous rencontrer sur 3 heures de recherche passées dans l'eau. Malheureusement, même dans les endroits les plus isolés, nous tombons sur de nombreux déchets qu'il a fallu ramasser pour protéger cet écosystème, aussi paisible que fragile. Après avoir rempli notre première mission avec le projet Biolite, nous nous lançons dans une grande traversée du nord de l'Espagne d'est en ouest. Le premier objectif est simple, pas de GPS, 2000 km de piste à parcourir et un seul roadbook digne de rallye automobile pour s'orienter. Vous l'avez compris, c'est un immense challenge et un retour aux essentiels. Mais bon, si vous nous connaissez, on aime les défis. Alors, on a encore complexifié la tâche. Personne ne nous croyait au départ, mais oui, tout ça, on a décidé de le faire dans un Citroën C15 de 1990. En plus de ces challenges personnels et après avoir été marqué par la pollution en bord de mer, on a aussi décidé de ramasser un maximum de déchets durant notre traversée au milieu de parcs naturels protégés et bien plus encore. Revenons au trajet, nous voilà sur notre toute première piste aux portes du village d'Arennes en Aragon. Globalement, on s'est familiarisé assez rapidement avec le roadbook grâce à ses nombreuses indications sur les reliefs. En parlant de relief, on a décidé d'utiliser notre téléphone uniquement pour connaître notre altitude en temps réel. En effet, cette donnée nous a sauvés de nombreuses fois, comme au milieu de montagnes à perte de vue. Pour autant, il y avait une règle de sécurité essentielle à respecter, pas plus de 30 km/h. Ceci étant dit, on se retrouve rapidement à plus de 1000 mètres d'altitude et à des dizaines de kilomètres de la civilisation espagnole. Mais à peine le temps de prendre en main le véhicule, nous attaquons cette journée par des passages très techniques jonchés de roches saillantes. Dès lors, rentre en jeu le rôle précieux du copilote.
En plus de devoir gérer le roadbook, il a la lourde responsabilité de prévenir le conducteur de tout danger. En effet, la moindre erreur de trajectoire pourrait nous mettre en danger. Chose que nous avons vite compris en arrivant en haut de ce pic, avec de grosses marches de pierre devant nous. Même si le rôle du copilote est essentiel, l'expérience du conducteur joue également sur l'appréhension de terrains cassants comme celui-ci. Dernier point clé qui nous a permis de mener à bien cette aventure d'une semaine, la communication. À droite, fais gaffe. En effet, quand on se retrouve au bord d'une falaise sans aucune assistance, il faut se comprendre clairement et rapidement. Forcément sur ce point, la connexion déjà existante entre le pilote et le copilote nous a grandement facilité la tâche. Après plus de 5 heures d'orientation à naviguer sur les sommets rocheux de Possets Maladeta, la fatigue commence à se faire ressentir. Heureusement, grâce à nos coordonnées GPS, nous repérons notre position dans la montagne et trouvons une piste nous rapprochant de notre premier lieu de campement pour la nuit, Issa Bena. Après une vingtaine de descentes et une centaine de kilomètres parcourus, nous faisons face à la dernière descente de la journée, et pas des moindres. Avec environ 30 degrés d'inclinaison, la gestion de la température des freins fut assez complexe, mais nous nous en sommes sortis sans dégâts. Après avoir traversé des endroits très arides, nous retrouvons des espaces plus vivants, comme ces quelques espaces verts accueillant du bétail. On y a d'ailleurs retrouvé de grands sacs vides de céréales à l'abandon. Comme quoi, malgré lui, l'homme laisse sa trace partout où il passe, et la nôtre s'arrête ici, pour cette première journée de traversée. Nous voilà enfin au camping d'Issa Bena, prêt à bivouaquer à quelques mètres des pistes et toujours accompagné de notre fidèle C15. Après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner plus tard, nous voilà repartis sur les routes espagnoles pour plus d'une centaine de kilomètres, alliant pistes et routes tout en profitant de paysages hors du commun. Et justement, une halte s'impose déjà afin d'admirer ce qui nous entoure. Dans ces contrées isolées, la nature se mélange à l'homme dans une douceur déconcertante. Pas d'enclos, ici les animaux sont libres et les traces de l'homme sont visibles uniquement avec quelques vestiges d'une époque lointaine qui semble révolue. Comme ce pont romain, datant du XVe siècle et qui surplombe l'eau claire et fraîche d'une rivière venue tout droit des Pyrénées. Après quelques gouttes d'huile en plus d'un moteur, en route vers le début de notre prochaine piste qui se trouve dans la petite ville de Navel. Mais quelle surprise, une fois sur place, nous constatons que la piste que nous devions prendre est en travaux et donc inaccessible. Mais pas de panique, notre roadbook adoré nous indique alors une variante, utilisable uniquement lorsqu'il fait beau. Jackpot, pas un nuage dans le ciel. Un léger passage à gué nous montre le début de la piste et nous donne le ton dès le départ. Le sol, plus meuble, demande alors un peu plus de finesse dans la conduite. Sûrement ce qui justifie l'utilisation de cette variante seulement lorsqu'il ne pleut pas. À peine sorti de ce cours d'eau et le paysage change. Une végétation plus dense et des pistes abîmées et ensablées se présentent à nous. Slalomant entre des ornières dues au ruissellement de l'eau et des rochers se décrochant de la falaise, notre avancée est difficile.
Après plus de 2 heures et 20 km de piste, des passages plus roulants nous permettent de respirer et de faire respirer notre véhicule. Nous arrivons alors à Colongo. Il s'ensuit une grosse étape de route pour nous diriger au camping du soir et nous rapprocher des pistes du lendemain. Nous suivons alors le fleuve Rio Bero pour rejoindre une autre route et nous diriger vers Huesca ensuite. Sur notre chemin, nous nous arrêtons au barrage du fleuve El Grado 1, un des barrages les plus connus d'Espagne. Après de longues routes rectilignes, des champs de blé, des oliviers et des amandiers, nous nous retrouvons à Huesca, capitale de la province éponyme, première grande ville que nous retrouvons depuis plusieurs jours. Sans savoir où nous allions, nous voilà sur la Plaza de Toros, place emblématique de la ville où se déroulent des corridas. Nous avons même eu la chance d'assister à un entraînement de torero avant de nous arrêter au camping du Castillo de Loaré pour un repos bien mérité. Nous commençons cette journée en allant voir le fameux Castillo de Loaré, véritable belvédère surplombant la région. Étant la forteresse la mieux conservée d'Europe, ce lieu extrêmement touristique est protégé par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourtant, ce statut ne suffit pas à décourager les touristes contre la pollution de ce lieu historique. Des dizaines de mégots, des emballages, des couverts, des papiers et encore plein d'autres déchets se retrouvent sur les aires de pique-nique donnant sur la forteresse. Une fois l'air nettoyé, nous reprenons la route, direction Ayerbe, pour le départ de la piste. Une belle piste très roulante de 15 km s'offre alors à nous, sur des bordures de falaises et dans un petit bosquet. Des traversées de quelques cours d'eau nous permettent de réaliser des pauses au frais, avant de poursuivre le trajet vers des villes où le climat est bien plus aride et où l'ombre se fait rare. Nous voilà alors à Luna pour le petit déjeuner. Cette petite ville de 700 habitants marque notre départ pour des paysages désertiques dans la région de Navarre. 28 degrés à l'ombre, pas un seul nuage dans le ciel et des pistes jonchées d'ornières pouvant nous bloquer à tout instant. Nous voilà dans l'enfer de Luna. Heureusement, nous avions prévu le coup lors de nos repérages. Nous emportons par sécurité 10 litres d'eau, car sans assistance, la moindre panne pourrait être fatale. En plus des ornières, de hautes marches de pierres tranchantes nous rendent le passage difficile. Comme dans tout le nord de l'Espagne, en avril déjà, les terres sont sèches. Le sol craquelé n'absorbe plus l'eau et complique la vie des paysans du coin. Cependant, face à ces changements climatiques de plus en plus tôt dans l'année, les paysans s'adaptent. Par exemple, certains récupèrent l'eau ruisselant le long des pistes pour arroser leur culture. On retrouve des centaines d'hectares de champs de blé, culture qui demande très peu d'eau et qui a su remplacer les champs de maïs cultivés au temps de l'Ancien Régime. Malgré tout, cela fait réfléchir sur l'avenir de ces terres. Si du colza ou du blé supportent des températures déjà extrêmes, nous doutons qu'elles résistent à la hausse des températures annoncée par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Après près de 2 heures sur cette piste infernale, nous arrivons à Biota, où une petite halte s'impose. Nous remettons un peu d'huile pour préserver la vieille mécanique du C15 et c'est reparti pour 10 km de piste direction Sadaba. Sur le trajet, nous passons à côté de nombreuses bâtisses laissées à l'abandon. Bien que la terre soit de plus en plus sèche, des vestiges de thermes romains montrent qu'il y a des siècles, l'eau était bien présente dans cette région. Un peu plus loin, nous admirons les vestiges d'un viaduc romain construit au 1er siècle pour apporter de l'eau à la ville de Layana dans l'Aragon. Aujourd'hui, le débit de la source alimentant cet ouvrage serait bien trop faible pour alimenter toute la ville. Cet instant de culture marque la fin de cette 4e journée très éprouvante. Pour notre dernier jour de traversée, nous nous levons aux aurores pour attaquer une étape importante de notre aventure. Nous en rêvions depuis plus d'1 an, après plus de 1500 km parcourus, nous y sommes enfin, le désert des Bardenas. À seulement 70 km des Pyrénées, il se divise en 3 parties sur 39 000 hectares. Pour notre part, nous explorons la partie la plus connue, la Bardena Blanca. Le désert abrite à lui seul 3 réserves naturelles, ce qui permet une grande diversité de la faune et de la flore. Là encore, malgré des paysages qui ont été le décor de films célèbres comme Don Quichotte de Terry Gilliam ou encore James Bond, nous avons ramassé plusieurs boules d'aluminium jetées par quelques touristes n'ayant pas conscience de l'importance de préserver ce lieu unique au monde. Nous assistons également à des entraînements militaires. Au menu, largage de précision de colis par avion dans un ciel, où des rapaces chassent rongeurs et reptiles le long de canyons riches en argile. D'aspect pourtant très calme, ce désert regorge de surprises en tout genre.
Contrairement à toutes les pistes que nous avons rencontrées jusqu'à présent, celle des Bardenas est accessible au grand public, ce qui explique un pic de pollution bien plus important. Nous voilà devant l'objectif de notre aventure, El Castil de Tierra. Une larme à l'œil, nous quittons alors ce fabuleux désert pour nous diriger vers les Pyrénées. Nous débutons notre ascension avec une longue piste très bien entretenue et très roulante. Nous arrivons rapidement sur quelques crêtes bien dégagées avec des centaines d'éoliennes. En effet, l'Espagne est le 5e pays producteur d'électricité éolien. Mais il est surtout bien en avance sur ce point, car l'éolien représente 21% de l'électricité du pays contre à peine 6% pour la France. Nous profitons de notre dernier déjeuner pour nous arrêter aux gorges de Lumbier. Creusés par le fleuve Irati, ces canyons sont un véritable sanctuaire sauvage pour des rapaces. Très apprécié des touristes durant l'été pour la fraîcheur de l'eau, c'est également ici que nous avons trouvé le plus de déchets. Pas moins d'1 kilo de détritus, entassés là où les familles viennent pique-niquer, se retrouvent emportés par le fleuve ou avalés par la faune locale. D'ailleurs, nous avons pu admirer de nombreux aigles tournoyant au-dessus de nous durant notre randonnée sur la voie verte le long de l'Irati. Nous avons parcouru beaucoup de kilomètres, mais l'aventure n'est pas finie. Direction le Pays Basque. Nous retrouvons des paysages bien plus familiers, mais qui nous demandent d'être vigilants. Un long slalom entre pierres et troncs d'arbres s'impose. Arrivés au sommet, nous apercevons enfin la France et le village de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui marque la fin de cette belle aventure sous le nom de Citro Explo.